Mount Baker Mining vient peut-être de tomber sur le genre de découverte dont rêvent les mineurs toute leur vie. Cachés dans une mine abandonnée que la plupart des gens avaient oubliée depuis longtemps, ils ont découvert des valeurs d'or à haute teneur si remarquables que même les prospecteurs expérimentés se sont retrouvés à lire les chiffres 2 fois pour s'assurer qu'ils étaient réels. Il y a un siècle, les mineurs qui exploitaient cette montagne l'ont scellée et sont repartis, convaincus qu'ils avaient déjà extrait tout ce qui valait la peine d'être pris. Ce qu'ils ont laissé derrière eux raconte une histoire très différente. Les tas de roches rejetées à l'extérieur de la mine des matériaux que les générations précédentes considéraient comme des déchets ont maintenant produit des résultats d'analyse allant d'un quart d'once à une once complète d'or par tonne. Ces chiffres à eux seuls attireraient sérieusement l'attention de l'industrie minière d'aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces échantillons provenaient de restes de roches abandonnés en surface et ignorés pendant des générations. La veine réelle que ces mineurs poursuivaient reste toujours souterraine intacte et attend dans l'obscurité au-delà des anciens chantiers. Au début même, l'équipage avait du mal à croire ce qu'il voyait. Une personne a examiné la minéralisation exposée et a hésité, refusant de tirer des conclusions trop hâtives. Un autre a plaisanté en disant qu'il devrait simplement appeler cela de l'or pour s'enthousiasmer. Quelques instants plus tard, alors que la minéralisation visible devenait plus claire et que les preuves continuaient de s'accumuler, le scepticisme a lentement cédé la place à l'enthousiasme. Et la prise de conscience s'est installée que cette découverte pourrait être bien plus importante que quiconque ne l'avait imaginé. Déterminée à trouver des réponses, l'équipe a obtenu le bail et a commencé à transporter les matériaux hors de l'ancienne propriété. Près de 40 tonnes de roches seraient à terme traitées pour tenter de répondre à une question simple mais puissante. Quelle quantité d'or les générations précédentes ont-elles laissé derrière elles sans le savoir? C'était le genre de question qui pouvait à nouveau transformer une mine historique oubliée en une exploitation active. La propriété elle-même semble figée dans le temps. Calme, isolé et largement oublié du monde minier moderne, il dégage l'atmosphère d'un lieu dont on pensait que l'histoire était terminée depuis longtemps. Mount Baker Mining est arrivé non pas avec de grandes promesses ou des annonces spectaculaires, mais avec un engagement envers le travail lent et méthodique par lequel commence tout projet minier réussi. Avant que quiconque puisse parler de profit ou de production, il faut que le terrain révèle la vérité. L'équipe a passé la première phase du projet à mener des programmes d'échantillonnage, détaillés à examiner d'anciens tas de déchets, à nettoyer les matériaux laissés par les opérateurs précédents et à collecter des échantillons en vrac à plusieurs endroits. Chaque chargement de camion représentait une autre information. Il devait déterminer où l'or était concentré, quelle était la cohérence des teneurs et quelle méthode de traitement permettrait de récupérer le pourcentage le plus élevé de métal précieux. Cette première saison était moins axée sur l'exploitation minière que sur la compréhension de ce que la montagne était prête à donner. Leurs objectifs restaient pratiques et ancrés dans la réalité. Ils voulaient établir une compréhension fiable de la propriété, rassembler des données significatives et éviter de faire des réclamations qu'ils ne pouvaient pas soutenir. Le plan prévoyait de descendre environ 30 tonnes de matériel au cours de la saison, de le traiter soigneusement dans leur système et d'étudier chaque résultat. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourraient commencer à prendre des décisions à long terme concernant le futur développement souterrain. Ce qui a tout changé, c'est la découverte d'un hotspot extraordinaire lors d'un échantillonnage de routine. L'équipe a découvert une zone produisant des teneurs si élevées que même les mineurs chevronnés en ont été stupéfaits. Les valeurs moyennes variaient entre 5 et 10 onces d'or par tonne et une analyse aurait dépassé 20 onces par tonne. C'est le genre de chiffres qui peuvent complètement modifier l'avenir d'un projet minier. L'intention est maintenant de traiter tous les matériaux via le système de récupération clé en main de l'entreprise au cours des mois d'automne et d'hiver. Chaque once récupérée fournira des informations cruciales sur la rentabilité du gisement. Les résultats aideront à déterminer si l'exploitation minière souterraine à plus grande échelle deviendra viable au cours des prochaines années. Pour l'instant, l'accent reste mis sur la collecte de preuves plutôt que sur la poursuite des spéculations. Ce qui rend la découverte encore plus remarquable, c'est l'endroit où se trouve l'or. Les tas de déchets eux-mêmes contiennent entre un quart d'once et une pleine once d'or par tonne. Cela signifie que les matériaux abandonnés par les mineurs, il y a des générations, seraient considérés comme des minerais précieux selon de nombreuses normes minières modernes.
Cette prise de conscience soulève une question inconfortable. Quelle quantité de richesse ces premiers mineurs ont-ils inconsciemment laissé à la surface? Il vaut la peine de s'arrêter pour apprécier l'ampleur de cette erreur. La roche que les précédents exploitants jugeaient indigne d'être transformée est devenue l'une des parties les plus prometteuses de la propriété. Ce qu'ils considéraient comme un déchet représente désormais une opportunité. D'une manière étrange, les tas abandonnés rappellent que la technologie minière, l'économie et la compréhension évoluent, transformant souvent les déchets d'hier en trésors d'aujourd'hui. Chaque chargement de camion compte. Chaque transport transporte environ 3 tonnes de matériel, bien que l'équipage s'efforce continuellement d'augmenter ce nombre plus près de 5 tonnes chaque fois que cela est possible. À ces niveaux, chaque tonne supplémentaire transportée en bas de la montagne représente une valeur réelle. Laisser du matériel derrière soi n'est plus simplement un problème logistique. Cela devient une décision financière aux conséquences mesurables. Les mathématiques sont à la fois simples et implacables. Quelques tonnes supplémentaires par voyage peuvent sembler peu importantes à première vue, mais au cours d'une saison entière, ces charges supplémentaires s'accumulent rapidement. La différence peut déterminer si un programme d'échantillonnage est rentable ou s'il ne répond pas aux attentes. Dans le secteur minier, de faibles gains d'efficacité produisent souvent des résultats étonnamment importants. Pour comprendre pourquoi les tas de déchets produisent des qualités si impressionnantes, il est utile d'examiner la source elle-même. Au plus profond de la montagne, coule la veine de quartz qui a attiré les mineurs vers cet endroit en premier lieu. Devant la structure exposée, une grande partie de l'histoire devient visible avant qu'un seul rocher ne soit brisé. La géologie s'explique pratiquement d'elle-même pour quiconque veut y regarder de suffisamment près. La veine occupe un côté de l'exposition avec les pontes inférieures situées en dessous partiellement obscurcies par des décennies d'oxydation et d'altération. Les minéraux riches en fer ont transformé des pans de roche en zones de couleur rouille qui brouillent les contacts entre les unités géologiques. Au-dessus du mur inférieur, le quartz domine l'affleurement s'étendant continuellement vers le haut à travers la face. La structure retient immédiatement l'attention. À l'endroit actuellement examiné, la veine atteint des largeurs approchant les 3 pieds. Dans le monde de l'exploitation minière en roche dure, cela représente une épaisseur importante. Les veines capables de maintenir de telles largeurs sur des distances significatives sont précisément le type de structures qui ont construit des districts miniers entiers au cours de l'histoire. La taille à elle seule ne garantit pas la valeur, mais elle impose certainement le respect. L'assemblage minéral raconte une histoire tout aussi importante. La pyrite domine une grande partie de la veine, accompagnée de sulfure de fer associé et de plus petites quantités de chalcopyrite. Ces minéraux sont bien plus que des curiosités géologiques. Ils sont souvent les plus proches compagnons de l'or, fournissant des indices précieux sur les endroits où les concentrations les plus élevées sont susceptibles de se trouver. La relation devient évidente une fois que suffisamment d'échantillons ont été collectés. Les zones dominées par du quartz propre et vitreux produisent souvent des valeurs d'analyse plus faibles. Les sections riches en minéraux sulfurés donnent systématiquement des résultats plus forts. Au fil du temps, la paroi rocheuse cesse de ressembler à une géologie aléatoire et commence à fonctionner comme une carte guidant les mineurs vers les zones les plus susceptibles de contenir de l'or précieux. L'un des aspects les plus encourageants du gisement est la nature même de l'or. Le matériau semble provenir en grande partie d'un broyage libre, une expression qui revêt une importance considérable dans l'industrie minière. L'or broyé librement peut être libéré par concassage et concentration par gravité sans nécessité de traitement chimique coûteux. Concrètement, cela signifie que l'or veut sortir de la roche. Cette caractéristique améliore considérablement la rentabilité d'un projet. Une fois le minerai broyé suffisamment finement, l'or se sépare relativement facilement grâce aux méthodes de traitement conventionnelles telles que les tables vibrantes et les circuits gravitaires. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des opérations de torréfaction complexes ou des techniques d'extraction chimique agressives. La simplicité se traduit souvent directement par la rentabilité. Le scénario inverse peut être dévastateur. Les gisements d'or réfractaires emprisonnent leur métal précieux dans des cristaux de sulfure, ce qui rend leur récupération beaucoup plus difficile et coûteuse. De nombreux projets qui semblent rentables sur le papier
peinent à se confronter aux réalités du traitement du minerai réfractaire. Ce dépôt semble éviter complètement ces défis, ce qui le rend considérablement plus attractif. À bien des égards, les anciens mineurs l'ont déjà prouvé. Il y a un siècle, les opérations minières reposaient sur des équipements relativement simples du travail manuel et des broyeurs à timbre. De telles opérations ne pourraient survivre que si le minerai répondait bien aux méthodes de traitement de base. Le fait qu'ils aient exploité avec succès cette veine suggère que l'or était alors exploité librement, tout comme il semble l'être aujourd'hui. Plus profondément à l'intérieur de la mine se trouve peut-être l'endroit le plus obsédant de toute la propriété. L'équipe l'appelle simplement l'ancien chantier, une grande chambre souterraine creusée directement dans la montagne par des mineurs disparus depuis longtemps. Y entrer donne moins l'impression d'entrer dans une mine que d'entrer dans un moment figé de l'histoire. Les vieux ouvriers détruisaient le minerai, le transportaient à la main et suivaient la veine de plus en plus profondément dans la montagne. Puis, pour des raisons perdues dans le temps, ils se sont arrêtés. Le front de taille final reste exactement là où ils l'ont laissé. Même le dernier trou de forage est toujours dans la roche, attendant un changement qui ne reviendra jamais. Le silence sous terre est accablant. L'air circule à peine dans la chambre. L'obscurité semble permanente, interrompue seulement par les faisceaux étroits des phares modernes. C'est le genre de calme qui ne s'accumule qu'après des décennies d'abandon. Pourtant, la géologie continue de parler pour ceux qui sont prêts à écouter. Les taches vertes et bleues marquent les zones où les sulfures de cuivre se sont oxydés au fil du temps. L'eau a réagi avec les minéraux, les transformant en indicateurs colorés de processus qui se produisent depuis des décennies. La roche enregistre sa propre histoire, couche par couche. Des taches familières de sulfure de fer sont dispersées dans le quartz, captant la lumière et faisant allusion à l'or qui les accompagne souvent. Leur présence renforce les enseignements déjà appris ailleurs sur la propriété. Encore et encore, les sulfures pointent vers la valeur. À maintes reprises, ils révèlent sur quoi l'attention doit se concentrer. Le visage abandonné offre une leçon particulièrement importante. Le beau quartz blanc pur qui attire les prospecteurs inexpérimentés est souvent trompeur. Bien que visuellement impressionnant, il contient souvent moins d'or que le matériau plus foncé coloré et riche en minéraux qui l'entoure. Le rocher qui semble laid et sale détient souvent le véritable prix. Cette leçon a coûté d'énormes sommes d'argent à d'innombrables mineurs au fil des ans. Rechercher du quartz attrayant tout en ignorant les zones minéralisées est l'un des moyens les plus rapides de perdre du temps et des ressources. Les mineurs les plus intelligents apprennent à suivre la géologie plutôt que leur instinct. Ici, la géologie parle très clairement. Tout dans l'ancien chantier suggère qu'il reste un candidat sérieux pour l'exploitation minière future. Les notes justifient à elles seules une plus grande attention. Les estimations actuelles situent le filon entre une demi-once et une once complète d'or par tonne, des chiffres capables de soutenir une opération sérieuse dans de bonnes conditions. Comme la plupart des veines, elle se rétrécit et s'élargit de manière imprévisible à mesure qu'elle se déplace dans la montagne. À certains endroits, il se rétrécit considérablement, tandis qu'à d'autres, il s'étend dans des zones de minéralisation plus larges. Pourtant, sur toute sa longueur, sa largeur moyenne est comprise entre 2 et 3 pieds. Combinée à la qualité, cette cohérence peut finalement s'avérer plus précieuse que n'importe quel résultat d'analyse spectaculaire. Il n'est pas nécessaire qu'un filon soit énorme pour devenir rentable. Il doit être riche, prévisible et exploitable. Cette structure semble posséder les 3 qualités. Et si les résultats actuels continuent de se vérifier, Mount Baker Mining pourrait avoir découvert quelque chose de bien plus précieux qu'une mine abandonnée. Ils ont peut-être redécouvert un trésor que des générations de mineurs ont parcouru sans jamais se rendre compte de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. L'ensemble de la structure est plus ou moins plat avec une légère pente vers le sud d'environ 20 à 25 degrés. Cette légère baisse change tout en termes d'accès et de coût lorsque vient le temps de l'exploiter correctement. Une veine abrupte doit être creusée de haut en bas avec tout le transport et la ventilation que cela nécessite. Une veine presque plate peut souvent être suivie presque à niveau, dérivée dessus. Prenez le minerai, continuez la gravité, travaillant plus près de l'opération que contre elle. C'est l'une des raisons discrètes pour lesquelles ce terrain vaut la peine d'être loué. Les anciens ont laissé une veine d'une demi-once à une once dans le sol parce qu'ils n'avaient plus de route, pas parce qu'ils n'avaient plus d'or. Et la route est exactement la partie qu'une opération moderne peut reconstruire. Ce qui est arrivé.
De retour au palier inférieur, les sacs racontent la première vraie histoire de la saison, empilés en rangées à l'air libre où le travail peut enfin être mesuré. Il y a 35 sacs de minerais stockés au débarcadère. Chacun pèse en moyenne environ 1 tonne, peut-être un peu plus, ce qui place l'équipage entre 35 et 40 tonnes avec lequel travailler cette saison. Il s'agit de l'ensemble de l'échantillon global déposé dans des sacs, prêts à répondre à la question qui a déclenché tout cela. Tout le reste, les baux, les plans et les années de travaux souterrains à venir, dépend de ce que contiennent réellement ces sacs. Un échantillon global n'est pas la même chose que quelques échantillons prélevés sur un joli visage. Les échantillons prélevés flattent un gisement, car la personne qui agite le marteau sélectionne naturellement la belle roche. Des dizaines de tonnes passées dans un véritable moulin ne peuvent pas être flattées. Ils rapportent exactement ce qui existe en faisant la moyenne de tout. Très bien, notre objectif maintenant est d'extraire autant de quartz que possible d'ici, de le mettre en sac. Et le plan sera le suivant, je vais l'emmener à l'usine et en faire un échantillon en vrac. Les riches et les pauvres ensemble, et cette moyenne honnête est le seul chiffre sur lequel il vaut la peine de construire une mine. De près, le matériel se divise clairement en 2 catégories. Il y a la roche haute, la roche encaissante, un schiste ou une ardoise métamorphosée qui est sombre en couches et en grande partie sans valeur. Et il y a le quartz, le minerai ou vylore. Dans un sac donné, les deux sont mélangés à peu près moitié-moitié à l'œil nu. Un morceau de quartz ici, une dalle de paroi rocheuse sombre, là sans aucun ordre particulier. Il y a une raison à ce mélange, et cela indique directement comment l'équipe traitera le minerai. Lorsqu'une veine de quartz est dynamitée, le quartz se brise en petits morceaux et s'émiette sous la force de l'explosif. Le quartz est fragile et l'énergie du souffle se concentre le long de la veine où les trous ont été forés. Ainsi le minerai lui-même subit toute la violence de la charge et se décompose parfaitement. La paroi rocheuse sur les bords du rond, la roche qui n'a jamais été percée et qui n'a jamais porté de charge explosive, ne capte que l'onde de choc de seconde main. Il reste en morceaux plus gros, car rien n'y concentre cette énergie. Ainsi les fines provenant d'une explosion sont constituées de manière disproportionnée de quartz, ce qui signifie de manière disproportionnée d'or. Et les morceaux surdimensionnés sont des roches encaissantes disproportionnellement stériles qui contiennent peu ou rien qui méritent d'être broyés. Ce n'est pas une bizarrerie. Il s'agit d'un mécanisme de tri que Blast effectue gratuitement, et le lire correctement vaut de l'argent réel. L'explosif a déjà effectué un premier passage de séparation avant qu'une seule roche n'atteigne le système concentrant la valeur dans la fraction granulométrique la plus facile à manipuler. Une entreprise qui ignore cela et broie tout sans discernement paie pour broyer de l'ardoise stérile. Cette simple observation conduit à une véritable décision qui mérite d'être retirée des autres. Une option proposée consiste à tout faire passer d'abord par un grizzly, une lourde grille en acier qui trie les matériaux par taille avant que quoi que ce soit d'autre ne leur arrive. Les fines riches en or tombent directement à travers les lingots et vont directement au broyeur. Les objets surdimensionnés qui dépassent sont triés à la main, les parois rocheuses stériles sont retirées à l'œil nu et mises de côté. Les quelques grosses pièces de quartz conservées et expédiées. Le but est d'éviter le temps de combustion, le carburant et l'usure des machines en traitant des roches qui ne contiennent pas d'or, car chaque heure que l'usine passe sur l'ardoise est une heure qu'elle ne consacre pas au minerai. Ce même sulfure de fer apparaît dans les meilleurs morceaux. Et là où cette minéralisation se trouve dans le quartz, la roche coule généralement bien, ce qui rend le tri manuel encore plus facile à regarder et plus difficile à se tromper. Le système clé en main, le traitement de tout cela, se résume à une seule ligne de machine, un système clé en main d'1 tonne par heure, et le chemin que prend la roche à travers celle-ci est logique d'un bout à l'autre. Tout d'abord, la roche est broyée jusqu'à obtenir la taille d'un gravier, réduisant ainsi les morceaux en quelque chose que l'étape suivante peut gérer sans s'étouffer. Ensuite, il entre dans un broyeur à marteau qui le pulvérise jusqu'à obtenir une mouture fine et libère l'or de la roche haute, de sorte que les deux ne sont plus liés ensemble. Il s'agit de notre système clé en main d'1 tonne par heure. Cela commence ici avec notre module concasseur à mâchoire. Nous alimentons le minerai dans la trémie vibrante. Il passe par le concasseur à mâchoire 8x12, tombe sur ce convoyeur de décharge et remonte dans notre bac de rétention pour un dosage uniforme dans le broyeur à marteau et la table vibrante. La libération est tout le jeu à ce stade.
L'or encore piégé à l'intérieur d'un fragment de quartz sera importé par le bout de la table, avec les déchets, quelle que soit la qualité du fonctionnement de la table, car la gravité ne peut pas séparer ce qui n'est pas encore libre. Broyé trop grossièrement, l'or s'échappe toujours enfermé dans la roche. Broyé trop finement, l'or le plus fin flotte dans l'eau. Il y a une fenêtre et le broyeur à marteau existe pour déposer le matériau à l'intérieur. De là, le matériau s'écoule sur une table vibrante de 4 fois 8 pieds. La table fait la séparation. L'or et les autres métaux lourds traversent le pont dans les seaux de concentré, tandis que les matériaux légers et stériles sont emportés par les eaux et se retrouvent dans les résidus. La partie intéressante est ce que fait la table après avoir fonctionné pendant un certain temps, car elle ne se comporte pas comme elle le devrait. Sur un lot d'environ 1,5 tonnes à 2 tonnes, une bonne partie de l'or ne sort pas immédiatement du pont. Il s'accumule à l'intérieur des rainures usinées dans la table. Les fins fusils qui traversent le pont emprisonnent les particules les plus lourdes tandis que les particules plus légères glissent sur le dessus. Il faut du temps pour qu'un volume suffisant s'accumule dans ces rainures avant que la table ne le balaye proprement dans le concentré auquel il appartient. Si vous en faites trop peu, l'or est toujours dans les rainures et non dans le seau, et un rapide coup d'œil au concentré sous-estimerait considérablement la teneur réelle. La règle est donc absolue et jamais contournée. Une fois le travail terminé, l'opérateur brosse toujours tout ce qui reste dans les rainures. Ce matériau du piège fait réellement partie de la récupération, et non une erreur d'arrondi, et le sauter signifie ne laisser d'or sur l'acier à personne. Il existe même une géométrie lisible indiquant l'endroit où l'or atterrit sur le pont. Le matériau situé du côté descendant de la rampe repasse au-dessus, puis au-dessous de la barre d'eau. Les autres matériaux se déposent dans une longue rainure et se dirigent vers le piège numéro 1 à haute teneur. Le seul endroit sur le pont où se rassemblent les meilleurs des meilleurs. L'or le plus lourd et le plus propre que rien d'autre ne puisse emporter. Rien dans la table n'est aléatoire et rien n'est accidentel. Chaque ligne et chaque rainure effectue un travail spécifique de tri par densité et taille, avec de l'eau et du mouvement uniquement. Et un opérateur qui sait quelle rainure fait quel travail récupère l'or qu'un imprudent lave jusqu'au bout et ne revoit plus jamais. Le premier or sur la table vient de 2 produits, et malgré les noms, ils ne sont pas égaux. Le concentré numéro 1 est petit en volume mais contient la majeure partie de l'or. La qualité supérieure numéro 2 a plus de volume, mais il s'avère beaucoup moins de métal par livre que ce que son nom promet. Eh bien, tout ce que je peux faire pour vous, c'est vous procurer le bord d'attaque. Ici, c'est tellement dense, mais il y a de jolis morceaux grossiers là-dedans. Un peu de fil de cuivre, probablement de notre fil de dynamitage, un peu d'or fin ici. Mais je suis sûr qu'il y a un énorme sourire en dessous ici. Le plan est discipliné. Étalez le numéro 1 à la main pour récupérer autant d'or libre que possible, puis faites fondre les résidus d'orpaillage pour mesurer exactement ce que la casserole a manqué. Cette deuxième étape est la plus honnête. L'orpaillage à lui seul indique à une personne combien d'or est sorti facilement et non combien il y en avait. Et l'écart entre ces 2 chiffres est le point où les opérations trop confiantes perdent discrètement de l'argent. L'orpaillage donne une lecture rapide et bon marché de la quantité d'or présente sans fondre, chaque gramme, ce qui est véritablement utile pour quiconque teste des tas de décharges ou d'anciens stocks. Le poids précis vient plus tard, une fois que le tout est fondu en un seul bouton et pesé à froid. Une fois le numéro 1 sorti, une bouteille à priser aspire l'or fin du fond de la casserole sans perdre les minuscules particules, et l'or va dans un chiffon bleu d'atelier placé sur une tasse de récupération. C'est là que l'équipage a découvert une astuce découverte entièrement par hasard. Une fois, ils avaient déjà un lot presque propre, et plutôt que de faire fonctionner les perlants lentement et complètement, ils ont essayé de le rassembler directement dans un chiffon, sans aucune étape d'éperlant, et cela a quand même produit un bouton propre. Depuis, ce raccourci est devenu incontournable, chaque fois que la vitesse compte plus que la cérémonie. On sait que le chiffon se déchire au milieu de l'anneau, et la récupération consiste simplement à le couper, à déposer le tout dans une coupelle chaude et à laisser la chaleur évaporer l'eau et brûler le tissu. L'équipe qualifie ces métaux argent du Mont Baker de bêtisier, et le travail continue malgré tout. Du four sort le premier bouton d'or d'un jaune brillant, et cette couleur indique avant toute balance qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. L'argent le ternirait et le pâlirait vers le blanc. La surface porte les lignes de refroidissement caractéristiques, les petites crêtes ridées qui se forment lorsque l'or fondu se solidifie et se contracte.
Sur la balance, l'or battu pèse environ 19 grammes et quart et provient d'un matériau pesant entre 1,5 tonne et 2 tonnes. Cela équivaut à environ 10 à 15 grammes par tonne pour une seule matinée de course, et ce chiffre ne représente que l'or qui s'est déroulé proprement à la main. Il y en a encore davantage enfermés dans les concentrés en attente d'être mesurés par grillage et fusion au feu. Pour trouver l'or que la poêle a manqué, le travail se déplace de la poêle au four, et les étapes se déroulent dans un ordre strict qui ne peut être raccourci. La cuisson numéro 1 concentre les concentrés secs pendant la nuit dans une poêle à frire, car l'humidité est l'ennemi d'un rôti propre et une charge humide crachera et se comportera mal dès qu'elle atteint une vraie chaleur. Ensuite, ils sont rôtis et chauffés entre 800 et 1000 degrés Fahrenheit pendant environ 10 minutes. La torréfaction élimine le soufre enfermé dans les minéraux sulfurés, et ce soufre doit partir avant même qu'une éperlane propre ne soit possible, car le soufre encrasse la chimie dont dépend l'éperlan et retient le métal qui devrait se rapporter au bouton. Le rôti n'est pas facultatif, c'est l'étape qui fait que tout fonctionne après. Après le grillage vient l'éperlan où le matériau grillé est fluxé et fondu jusqu'à ce que le métal s'accumule et que les déchets s'élèvent sous forme de scories. L'éperlan produit un bouton de plomb qui se détache du fond des scories une fois que tout a refroidi. Alors pendant que cela se refroidit un peu, regardons comment se porte la coupelle. Cela ressemble à une perle. Oh, c'est une jolie petite perle, Dan. Le responsable fait un travail ici sans rien contaminer. Le plomb fondu est un collecteur qui rassemble le métal précieux et fin de la charge et le transporte en une masse lourde où il peut être manipulé. Ce bouton de plomb va dans une coupelle et dans un petit four électrique qui chasse le plomb et laisse derrière lui le métal précieux que le plomb a collecté et transporté tout au long du processus. La coupelle est un petit plat poreux qui boit l'oxyde de plomb fondu tout en laissant l'or et l'argent dessus intacts. Ce sont des coupellations qui font leur véritable et ancien travail, les mêmes essayeurs de séparation que ceux qui ont utilisé pendant des siècles. Séparer l'or et l'argent du plomb qui les a rassemblés, et en laisser un nombre honnête derrière. Le décompte final. Après toutes les expériences de torréfaction, de fusion et de bêtises, les chiffres se rassemblent enfin, et c'est la partie que tout le monde est venu entendre. Il y a l'or battu, soit environ 19 grammes et quart provenant de la course du matin. Il y a un deuxième petit bouton récupéré spécifiquement à partir des résidus de panoramique numéro 1. L'or que la poêle avait manqué la première fois a fondu et capturé, de sorte que rien ne soit passé inaperçu. Ajoutez ces deux éléments ensemble et le premier côté de l'opération a donné environ 21 grammes et tiers au total. C'est le montant honnête que coûte presque l'or battu, plus l'or que coûte l'or paillage. Ensuite, il y a le deuxième niveau supérieur, où l'opération devient honnête avec elle-même d'une manière différente. L'équipage en a fait fondre 300 grammes à titre de test, et a récupéré une petite perle pesant environ 1/10 de gramme. Ils ont séché et pesé le reste du concentré numéro 2, et en ont trouvé environ 3 kg. La mise à l'échelle de ce 1/10 de gramme sur environ 10 fois plus de matière implique quelque part environ 1 seul gramme d'or, toujours assis dans la pile numéro 2, réparti finement sur une grande quantité de roches. Ici, l'opération est une décision honnête plutôt que gourmande. Il n'est pas pratique de fondre 3 kg de concentré pour extraire 1 gramme d'or. L'énergie, le flux et les heures ne paient jamais pour ce dernier gramme. Il reste donc exactement là où il est reconnu dans les livres, mais n'est pas poursuivi. Savoir précisément quand s'arrêter fait tout autant partie de la bonne façon de procéder que savoir comment démarrer et courir après un gramme qui coûte plus cher qu'un gramme à récupérer est la façon dont des opérations minutieuses se transforment en passe-temps coûteux. Le titre est même entièrement nettoyé et fondu jusqu'au bout. Le matériau contenait environ 10 à 15 grammes d'or par tonne. Au prix actuel proche de 150 $ le gramme, ce qui représente environ 1500 à 2200 $ d'or pour chaque tonne de roche que les anciens ont croisée en sortant. Pour un premier été sur une propriété louée, personne d'autre ne voulait retirer des pieux et des poteaux censés être travaillés. C'est une mesure raisonnable. Ce que cela signifie, les anciens ne se sont pas arrêtés parce que l'or s'est épuisé, ils se sont arrêtés parce que l'argent s'est épuisé, ou parce que le moulin a brûlé, ou parce que la vie est simplement intervenue. La veine n'a jamais été d'accord avec leur décision d'arrêter.
Il est resté assis dans le noir, gardant sa note saison après saison, décennie après décennie, en attendant que quelqu'un revienne avec 35 sacs et une table shaker et la discipline nécessaire pour brosser les rainures à la fin d'une longue course. Il ne s'agissait que d'un échantillon global. Le plan d'exploitation minière complet des veines souterraines nécessite encore des années de travail minutieux et personne dans l'équipe ne prétend le contraire. Il y a une différence entre prouver que l'or existe et construire une opération qui le rentabilise année après année, et seule, la première d'entre elles, a été réalisée, mais la première saison a répondu à la seule question qui comptait vraiment. L'or est réel. Elle est récupérable avec un équipement qu'une exploitation sérieuse peut réellement se permettre, et la mine abandonnée n'a jamais été aussi vide qu'elle le paraissait de l'extérieur. Ce qui ressemblait à un trou creusé à flanc de colline est un gisement en activité qui a tout simplement perdu son premier exploitant. La question, sachant ce que montrent maintenant les chiffres à propos de cette veine d'une demi-once à une once posée à plat et attendant dans le noir. Voudriez-vous le poursuivre sous terre ou continuer à travailler sur les pieux brisés que les anciens mineurs ont déjà fait sauter gratuitement? Il existe une bonne réponse cachée dans l'économie et ce n'est pas la réponse évidente à laquelle la plupart des gens se tournent en premier. Déposez l'appel dans les commentaires et les informations de contact se trouvent dans la description pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin.